Bonjour YouTube, comment ça va? En tout cas moi ça va. Si je suis là aujourd'hui, c'est tout simplement pour faire le petit bilan, le petit récapitulatif de tout ce que j'ai lu au mois de septembre. Et je dois avouer que je suis assez fière de moi parce que j'ai lu vraiment beaucoup de livres. En tout cas pour moi c'est beaucoup. Je suis à mon mois le plus productif je pense de 2023. Et donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai lu et mon avis sur toutes mes lectures de ce mois de septembre 2023. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Et puis si vous aimez mon contenu et vous voulez en voir encore plus, je vous laisse venir me suivre sur Instagram et sur TikTok où je suis les mondes de Nolwenn, tout comme ici. Alors, je vais d'abord commencer par m'excuser si ma voix n'est pas la plus nette et que par moments elle déraille. Je me suis réveillée avec un très gros mal de gorge, donc je m'en excuse. Mais s'il commence à faire un peu plus froid, et moi toujours le changement de température, le changement de saison, c'est fatal chez moi. Donc du coup sur ce mois de septembre, j'aurai terminé 9 romans, dont un que j'aurai écouté en audio, et il y aura un 10e livre que j'aurai abandonné à peu près aux alentours de 120 pages. Comme tous les mois, je vais vous faire ma lecture de livres que j'ai le moins aimé jusqu'à celui que j'ai le plus aimé. Mais je vous rassure, c'est pas parce qu'un livre est bas dans la pile que forcément c'est une mauvaise lecture, c'est juste qu'il y en a d'autres que j'ai aimé encore plus. On commence tout de suite du coup avec le dernier livre, celui que j'ai le moins aimé, et donc c'est celui que j'ai abandonné. Il s'agit d'un royaume d'ombre et d'épines écrit par L.J. Andrews aux éditions Korrigan. Je n'ai absolument pas réussi à rentrer dans l'histoire. Je trouvais la narration très faible, très superficielle. J'ai trouvé qu'en 120 pages il ne se passait rien, c'est-à-dire qu'il commençait à peine à se passer quelque chose au moment où je me suis arrêtée, à peine. Pourtant les personnages ont déjà eu le temps d'avoir envie de se rouler des galoches au bout de 40 pages, et c'est quelque chose qui me gâche totalement une lecture. Pour moi une histoire d'amour c'est pas ça, pour moi c'est pas on a envie de se sauter dessus au bout de 40 pages, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte d'un point de vue personnel dans une lecture, donc vraiment ça m'a gênée. J'ai trouvé que les dialogues n'étaient pas naturels, en fait peu importe qui c'est qui parlait, c'était toujours la même façon de parler, donc je sais pas si c'est dû à un problème du livre en lui-même ou bien un problème de traduction, parce que on est vraiment sur le texte et la façon dont l'histoire est racontée. Je sais pas, mais en tout cas ça n'a pas été une lecture qui m'a convenu, donc je l'ai abandonné au bout de 120 pages. J'ai même pas le livre pour vous le présenter parce que lorsque j'ai fait mon tri au milieu du mois de septembre, que j'ai vendu des livres et que j'en ai donné d'autres, il a fait partie de ce tri là en fait. Ensuite on passe à la lecture que j'ai terminée, mais où j'ai un petit peu été déçue quand même puisque je l'ai noté 2 sur 5. Il s'agit de Nos cadavres d'étoiles écrit par Zoé Le Priol aux éditions Gallimard Scripto. Ce qui m'a attirée vers ce livre, c'est qu'en fait il est écrit en vers, là comme je peux vous le montrer, il est écrit en vers. Et donc ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est vrai que c'est pas le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. J'en ai déjà lu il y a relativement longtemps, mais ça faisait un certain temps que j'en avais pas lu. Et du coup là je me suis dit que c'était le moment idéal. On va venir y compter un premier amour d'été, la jeunesse, apprendre la connaissance de soi et tout. Donc je me suis dit que ça pouvait être beau écrit en vers. Mais malheureusement j'ai vraiment été très déçue de cette lecture. Tout d'abord j'ai été déçue par cet aspect vert en lui-même. Au début, je me suis tout simplement dit que c'était peut-être pas pour moi, que peut-être ça faisait très longtemps que j'avais lu des livres en vers et que c'était tout simplement pas quelque chose qui me correspondait en fait. Et c'est possible, et c'est ok, et c'est pas grave. On peut pas aimer tous les livres, c'est comme ça. Mais au final, au fur et à mesure des pages, je me suis finalement dit, j'ai commencé à me dire que c'était un problème avec ce livre aussi en particulier. Le texte n'avait de vers que la forme, mais absolument pas le fond. En fait, si vous voulez, quand moi on me dit voilà, je te donne un texte en vers à lire, je me dis qu'on va avoir quelque chose de très poétique, quelque chose de très touchant, quelque chose de beau. Ces trois choses-là, en fait, je ne les ai absolument pas ressenties durant ma lecture. Alors c'est totalement subjectif, de toute façon, une lecture est toujours subjective, j'ai envie de vous dire. Et peut-être que d'autres personnes l'auront ressenti, hein, mais moi je l'ai absolument pas ressenti. J'ai eu l'impression que si le texte avait été écrit de façon totalement classique, ça n'aurait absolument rien changé à l'histoire. Pour moi, dans l'enchaînement des phrases, je ressens vraiment pas le côté vers, je ne ressens absolument pas le côté écriture en vers. Et du coup, comme je vous le disais, j'ai pas eu la poésie, la beauté à laquelle je m'attendais et que j'espérais pour ce genre de lecture. J'ai trouvé l'intrigue et l'histoire en elle-même beaucoup trop simple, autant dans le fond que dans la façon dont c'est présenté. Coucou toi. Bon du coup apparemment il y aura le chat pour la suite de cette vidéo, elle risque pas de rester longtemps je pense. Qu'est-ce que je disais? Je me suis un petit peu ennuyée. Pour moi, il n'y avait rien d'exceptionnel ce qui se passait. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Waouh, de c'est génial, de c'est extraordinaire, de ça vaut le coup d'être raconté en fait. Et si ça n'avait pas été une toute petite lecture, je pense que je l'aurais sûrement abandonné. Et ce qui a fait que je l'ai terminé, c'est parce que je savais que je pourrais le finir rapidement. Ensuite, tous les prochains livres que je vais vous montrer sont tous de bonnes, voire même de très bonnes lectures parce que je les ai tous au minima notés 4 sur 5. On commence donc avec le premier 4 sur 5 de cette sélection puisqu'il s'agit de Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne, écrit par Jérôme Leroy aux éditions Syros.
On se retrouve donc avec une dystopie dans laquelle, après une horrible décennie qui a eu lieu de 2033 à 2043, qui a vu la population mondiale se réduire de moitié. Et donc la Fédération européenne a fait 3 choix principaux. Le premier, c'est la neutralité écologique totale, le bannissement de toute violence et l'égalité de toutes et tous. Le personnage principal, Ada, a 17 ans et elle a été éduquée dans cet environnement, dans ce système qu'elle vénère vraiment au maximum, parce qu'en plus elle fait partie, on va dire, de la... un peu comme si elle était famille de politique, c'est même totalement ça, donc c'est vraiment, elle a été éduquée de la façon la plus extrême qui soit par ce système-là. Mais en fait, il va devenir un référendum par lequel la population va voter le rétablissement de la peine de mort. Chaque exécution sera exécutée par un citoyen tiré au hasard. Et vous devinez ce qui va se passer, c'est Ada qui va être tirée au sort, mais elle va refuser. Et ce refus va totalement bouleverser sa vie et celle de l'homme qu'elle aime. J'ai vraiment passé un très bon moment durant cette histoire, déjà parce que j'ai trouvé que le système dystopique de ce gouvernement était extrêmement bien fait, extrêmement bien pensé, extrêmement réaliste, presque à en faire peur en réalité. Le côté anxiogène est là, le côté extrême, en fait on voit que dans tous les cas, un extrême n'est jamais bon parce que là, on est sur un gouvernement européen qui fait le choix extrême de sobriété écologique, de bannissement de la violence, de machin habituel, mais qui est dans un extrême et qui du coup, au final, on se rend compte que c'est pas forcément très bon pour autant à travers plein de petites histoires, plein de petites anecdotes qu'on va découvrir au fur et à mesure du livre. Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, ça va être le contraste entre Ada qui du coup a été vraiment élevée dans ce système qu'elle vénère de façon le plus extrême qui soit, le plus total qui soit, et à l'inverse, on va avoir du coup le garçon qu'elle aime, son petit ami, où lui c'est tout l'inverse. En effet, Jason, lui, il a un côté un peu plus rêveur, un peu plus, il comprend pas trop cet extrême-là, il n'est pas d'accord avec absolument tout ce qu'on l'impose, etc., etc. Et malgré tout, bah, ils s'aiment et je trouve que leur histoire est très belle et leur permet d'avoir deux visions de ce monde et de ce gouvernement différentes. Et je trouve ça vraiment très intéressant. D'un autre côté, ce qui moi m'a dérangé dans ce livre, ça va être le rythme de l'histoire. Déjà, première chose, on a des chapitres qui sont extrêmement longs. C'est-à-dire qu'on a des chapitres de 40, 50, je crois même qu'il y a eu un chapitre de 60 pages. Et moi, ça, c'est quelque chose que je n'aime absolument pas. C'est quelque chose qui m'est très personnel. Je sais qu'il y a des gens qui adorent les chapitres longs, mais moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Ensuite, je trouve que l'histoire a vraiment mis beaucoup de temps à démarrer. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de chapitres qui sont en réalité des passages dans le passé où on va voir des points de vue d'autres personnages différents et ça pour mettre en place un petit peu le lore, un petit peu le passif du gouvernement, ce qui s'est passé, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont arrivés là et tout. Alors ce sont des passages qui sont extrêmement intéressants pour le world building, mais ce sont des passages qui du coup ne font absolument pas avancer l'intrigue. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y en a vraiment beaucoup des passages comme ça. Et qu'en plus, au final, l'intrigue en elle-même qu'on nous dit dans le résumé, je crois qu'elle débute à la 100e page ou quelque chose comme ça. Sur un livre de moins de 400 pages, je trouve ça extrêmement tardif et c'est dommage. Donc voilà, je pense que si le gouvernement ne m'avait pas touchée à ce point-là, parce que vraiment j'adore les dystopies et je trouve ça très intéressant et d'un réalisme effrayant, je trouvais que la fin était vraiment très belle, très bien faite, très touchante. J'ai presque versé ma petite larme à la fin, il faut que je l'avoue. Et j'avoue que sans ce très bon côté-là de cette fin quasi parfaite et de ce gouvernement, de cet univers extrêmement bien pensé, ces problèmes de rythme auraient vraiment pu faire en sorte que je lui donne une note beaucoup plus basse. Ensuite on passe à une autre lecture, il s'agit de L'Ombre des Dieux, le premier tome, La Confrérie du Sang, écrit par John Gwynne aux éditions de Léa. On va être du coup sur une haute fantaisie adulte, attention plusieurs trigger warnings, notamment du sang, de la violence, des mots grossiers, de la mort, voilà, plein de choses. On est de toute façon sur de la fantaisie adulte, donc dites-vous qu'on est sur un univers, pour vous donner un exemple qui sera parlant à peu près à tout le monde, on est sur un univers à la Game of Thrones. Donc voilà, c'est quelque chose de violent, c'est de la haute fantaisie. Et du coup, celui-ci vient s'inspirer de légendes nordiques. En fait, on est dans un monde où les dieux ont disparu il y a quelques temps parce qu'ils ont perdu une bataille, ils ont perdu une guerre. C'est assez compliqué à expliquer. C'est la façon la plus simple et la plus vulgaire, on va dire, que je peux vous dire. Et on est plusieurs temps après. Et on va suivre 3 personnages différents. On va suivre donc Orca, mon personnage préféré. On va y suivre Varg et on va suivre Elvar qui font chacun leur vie dans leur coin, mais où on se rend compte au final que tout est plus ou moins lié. On va voir Orca qui va voir son fils disparaître et qui va remuer ciel et terre pour essayer de retrouver son enfant. On va voir Varg qui va rejoindre une confrérie, la confrérie du sang du coup, et on va en apprendre beaucoup sur cette confrérie, sur ce que ça passe, sur ce que ça fait, etc. Et on est sur un personnage qui est un petit peu à la découverte de lui-même. Et on va voir Elvar qui du coup est une femme dans un autre groupe de mercenaires qui va
C'est un petit peu plus compliqué à expliquer sa vie à Elvar parce qu'en fait c'est ce qui va se passer autour d'elle qui a l'importance, mais je ne peux pas vous en parler sans risquer de vous spoiler. Et rebonjour. Et donc qui a peur, pour utiliser les mots du résumé, elle craint de voir son passé ressurgir. Voilà, je vais juste vous dire ça. Les énormes points positifs, c'est l'univers qui est juste incroyable. De toute façon, John Quinn, c'est vraiment créer des univers riches, complexes, variés, cohérents. Et ça, c'est toujours incroyable à découvrir. Ensuite, ce sont les personnages, notamment Orca. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Orca. Et l'intrigue aussi, qui est vraiment très bien ficelée, qui est incroyable, qui a du sens. J'ai pas relevé d'incohérence dans ma lecture. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Après, les points négatifs, pour moi, c'est tout d'abord, c'est principalement même un problème de rythme. On va suivre 3 points de vue différents et moi sur ces 3 points de vue au final il n'y en a qu'un seul qui m'a réellement convaincu, c'est celui d'Orca. Et quand je dis qu'il m'a convaincu, c'est vraiment il m'a convaincu, c'est-à-dire vous me mettiez un livre avec juste le point de vue d'Orca, mais le livre je le dévorais, il faisait même pas une journée, j'ai trouvé ce personnage vraiment incroyable. Et de l'autre côté on avait le point de vue d'Elvar qui était vraiment très intéressant, je dois l'avouer, parce que en fait c'est ce point de vue là qui va principalement parler de la mythologie et de tout ce qui va se passer, qui va nous permettre de comprendre ce qui va se dérouler vers la fin et notamment dans le 2e tome. Donc pour ce côté-là, son point de vue était vraiment très intéressant, mais le personnage d'Elvar en elle-même m'a pas convaincue, m'a laissée assez indifférente on va dire. Et de l'autre côté, on va avoir Varg, qui est un personnage assez sympathique, j'ai beaucoup aimé voir un peu toutes ses remises en question, tout ce qu'il découvrait, etc. Mais où j'ai trouvé son intrigue à lui un peu, pas inutile, parce qu'elle n'est pas totalement inutile, sinon elle serait pas là, mais sans intérêt, c'est-à-dire qu'en fait, moi souvent, je tombais sur les chapitres de Varg et d'Elvar, j'avais hâte de passer au chapitre d'Orca, et ça je trouve ça vraiment très dommage parce que c'est pas normal que, et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, j'ai parlé avec d'autres personnes, et je trouve pas ça normal que sur 3 points de vue, on ait 2 qui soient relativement ennuyeux, et c'est dommage. Mais malgré tout, comme je vous l'ai dit, l'histoire est vraiment incroyable. J'étais en plus très heureuse parce que j'ai deviné la fin, mais quand je vous dis la fin, c'est la fin, le gros retournement de l'histoire à la page 170. Il y a eu une phrase, un mot dit par un personnage qui m'a fait penser à quelque chose, qui ensuite m'a fait penser à autre chose, qui m'a dit mais tiens ça pourrait avoir un lien avec ça, etc. etc. Et je me rappelle que j'ai envoyé un message à quelqu'un d'autre qui a lu le livre aussi, je lui ai dit je pense que c'est ça, 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 ça. Et elle m'a répondu, alors je sais plus ce qu'elle m'a répondu, mais en gros elle m'a dit je vais rien te dire pour pas te spoil, mais ta théorie à l'intérêt n'est pas bête ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit ok ça risque forcément d'être ça. Et plus les pages tournaient, plus je me suis dit mais si c'est pas ça, l'histoire n'a plus aucun sens pour moi, parce que du coup vraiment je lisais l'histoire en me mettant cette théorie là en tête. Et même si j'ai deviné la fin de l'histoire, même s'il y a des petits éléments auxquels je m'étais pas attendue, je dois l'avouer, ça a quand même été très agréable à découvrir, très agréable à lire, parce que c'est vraiment des événements importants, des événements majeurs, des événements choquants même. Et ça a quand même été incroyable à lire. Donc voilà, une bonne lecture pour tout fan de fantasy, fan de dragons, fan de mythologie, fan de monde nordique. Vous allez adorer ce livre. Qu'est-ce que tu fous là? J'avais pas vu que t'étais arrivée ici. Tu veux vraiment être sur la vidéo en fait. Ensuite, un autre livre que j'ai noté 4 sur 5. Il s'agit du premier tome de nouvelle trilogie aux éditions Brajlon. Il s'agit de Taro, le dernier soleil, écrit par K.D. Edwards. On va y suivre les aventures de Rune Sanjung, qui est le dernier descendant de la cour déchue du soleil. Voilà, tous ses ancêtres sont morts. Et en fait, on est dans une cité qui recueille des Atlantes, donc ceux qui vivaient dans l'Atlantide. Et c'est un petit peu leur cité repère, ça fait longtemps qu'ils y sont et tout, etc. depuis la disparition de leur monde original. Et en fait, on a plusieurs cours et chaque cour est représentée par une arcane au tarot. Enfin, c'est plutôt le tarot qui, d'après l'histoire, c'est le tarot qui s'est inspiré de ces cours-là. Donc on a la cour de la tour, la cour de l'amoureux, la cour du soleil, etc. etc. Moi j'ai beaucoup aimé ce côté mythologie-là. Et donc Rune, en fait, à un moment, il se retrouve chargé d'une enquête pour la disparition d'un descendant d'une des autres cours. Et très vite, en fait, son enquête va l'emmener sur quelque chose d'un peu plus grand. Et je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça dans l'histoire. Dès les premières pages, on a un prologue qui est vraiment très prenant, qui donne totalement le ton de l'histoire, même si je dois avouer qu'au premier chapitre, j'ai eu du mal à me plonger dans l'univers. Le côté thriller et mystère est vraiment très rapidement devenu prenant. Le récit est vraiment bien rythmé entre moments de lore, moments d'intrigue, moments de combat, moments de révélation. Il y a vraiment de tout, il y a un très bon équilibre là-dedans. Mais cependant, je dois avouer qu'à un moment donné, j'ai eu un peu une impression de tourner en rond, parce qu'on avait un schéma qui est venu se répéter 3-4 fois. C'est-à-dire qu'on avait discussion, mission, combat, discussion, mission, combat, discussion, mission, combat. Et c'est vrai que ça a eu un effet de déjà-vu qui a été assez déroutant sur moi, je dois l'avouer. Mais ce schéma a le mérite de pouvoir voir le personnage évoluer et apprendre au fur et à mesure du coup de ce schéma qui se répète.
Et ça a été hyper intéressant, on s'est pas retrouvé avec un héros qui réussit tout du premier coup et je dois avouer que ça c'est assez plaisant à lire. On a un tome qui au final reste assez introductif et ça c'est quelque chose qu'on comprend très bien avec la fin parce qu'on comprend qu'au final il y a quelque chose d'encore plus grand qui se cache derrière et qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé dans ce tome là. Les personnages sont vraiment tous très charismatiques, surtout Rune, le protagoniste du coup. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Brand, son meilleur ami entre guillemets. J'ai adoré cette histoire d'amitié entre eux. J'ai adoré voir les liens se créer avec d'autres personnages, que ce soit amitié, querelle, rivalité ou même amour. J'ai vraiment beaucoup apprécié la création de ces liens-là que j'ai trouvé très naturelle. La petite histoire d'amour en arrière-plan, moi je l'ai appréciée, voilà, je trouvais qu'elle avait totalement sa place et qu'elle était pas de trop dans l'histoire. Et puis elle est relativement en arrière pour pas qu'on se focalise dessus et que l'intrigue reste en premier plan. Cependant, le problème que j'ai eu avec les personnages, c'est que je déplore énormément le manque de personnages féminins. C'est-à-dire qu'on n'a aucun personnage féminin parmi les personnages récurrents et qu'on a juste des personnages féminins qui apparaissent de temps en temps, qui pop comme ça. Et je le déplore parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt, ça n'est absolument pas justifié par l'intrigue ou le world building. C'est-à-dire que des fois, par exemple, je sais pas, demain je lis un livre sur les Amazones, je vais pas être étonnée de pas voir beaucoup d'hommes dans l'histoire parce qu'on parle des Amazones. Vous voyez ce que je veux dire? Là pour le coup c'est pas justifié qu'il y ait que des hommes et du coup ça m'a dérangé qu'on mette pas qu'il n'y ait pas de personnage féminin. Voilà, c'est un avis personnel tout simplement. En conclusion, malgré quelques petites choses qui m'ont dérangé par-ci par-là, j'ai vraiment très hâte de découvrir la suite parce que c'est un livre qui est prenant, qui a une vraie histoire, une vraie intrigue, avec de vrais mystères qui sont vraiment révélés petite touche par petite touche et ça j'adore. Ensuite, je viens vous parler d'un livre que j'ai noté 4,5 sur 5, que je n'ai pas avec moi, simplement parce que je l'ai écouté en lecture audio. Il s'agit de Glint, écrit par Raven Kennedy, qui est du coup le second tome de la saga de Rennes aux éditions Hugo Romantesi. Alors là où le premier tome m'avait dérangé sur plusieurs points et où j'ai trouvé l'histoire très lente, parce qu'elle était très introductive en réalité, j'ai vraiment adoré ce second tome, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai aussi bien noté. L'histoire prend vraiment une toute autre envergure, elle prend vraiment un chemin totalement différent. On voit le personnage de Ren vraiment évoluer, devenir quelque chose auquel je ne m'attendais pas réellement. J'ai eu un soupçon tout le long du livre sur quelque chose qui n'est pas encore révélé, mais je suis à peu près quasiment sûre de moi et je pense que ça arrivera dans la suite de l'histoire. Toute la partie qui moi m'avait vraiment beaucoup dérangée dans le tome 1 est totalement absente dans ce tome là. On a des intrigues qui sont vraiment bien menées, on a des complots, on a des révélations, on a du suspense, on a des personnages qui sont très attachants, qui sont très touchants, on comprend vraiment tout ce que ressent Oren et j'ai adoré vraiment ce second tome et j'ai vraiment très hâte de continuer la saga et je pense que j'ai tellement aimé que je pense que je la continuerai en papier tout simplement. Pourquoi je dis j'ai tellement aimé donc je la continuerai en papier, c'est parce que quand j'écoute en audio, je fais autre chose à côté donc je suis pas à 100% dans ma lecture et j'aimerais la continuer en papier tout simplement déjà pour avoir les livres dans ma bibliothèque vu que c'est une saga que j'apprécie et ensuite parce que du coup quand je lis en papier je me pose réellement avec mon livre et je suis à 100% dans ma lecture et c'est ce que j'ai envie de faire pour la suite de cette saga. Ensuite, ça faisait un bout de temps que je l'avais pas lu, il était enfin temps de reprendre la saga des Chroniques de Sainte-Marie que j'aime tant. Et du coup, j'ai lu le tome 4 qui est Une trace dans le temps, écrit par Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin. C'est délicat de venir vous parler d'un tome 4 sans risquer de spoiler la suite, mais je vais déjà remettre en contexte cette saga-là, même si je vous en ai déjà parlé ici sur YouTube, surtout notamment quand j'avais réceptionné le 6e tome. On est sur une saga où on va suivre les aventures d'historiens qui voyagent dans le temps pour étudier et mieux comprendre l'histoire. Moi, c'est un truc que j'adore, je suis fan d'histoire, je suis fan de la troupe Voyage dans le temps et je suis fan de cette saga. Donc ils vont visiter plein de périodes différentes de l'histoire, il va y avoir une autre intrigue qui se passe plus ou moins à leur temporalité à eux qui va jouer, enfin il y a vraiment plein de choses qui se passent et vous vous doutez qu'en 4 tomes, il y a des intrigues qui ont eu le temps de se terminer, d'autres qui ont eu le temps de commencer, des personnages qui sont apparus, des personnages qui ont disparu, qui ont changé, qui ont évolué, enfin bref, l'histoire a avancé. Mais malgré tout, je peux vous dire que je suis de nouveau totalement conquise par cette saga. Ce que j'aime de nouveau le plus, c'est la narration de l'histoire qui est fluide, bien rythmée et d'un genre assez particulier, je dois avouer que c'est pas quelque chose que je vois dans tous les livres. En fait, on a vraiment l'impression d'être Max, ou en tout cas de parler directement à Max. On a vraiment une distance entre elle et nous qui est très faible. En fait, on ressent vraiment toutes ses émotions et j'adore son humour et son côté très sarcastique. En fait, on a l'impression qu'elle nous raconte l'histoire à nous, comme si un peu c'était notre grand-mère qui nous racontait des éléments de son passé. Et il y a des moments où elle vient casser le 4e mur en nous parlant réellement directement à nous et en disant est-ce que vous le croyez ça ou bien par exemple il se passe quelque chose de bien, elle dit on était enfin heureux et derrière elle dit enfin ça c'est ce que je croyais. Vous voyez ce genre de phrase comme ça où on a vraiment l'impression qu'elle nous le dit à nous. Et moi j'adore ça, j'adore le personnage de Max, voilà j'adore cette saga. Dans ce tome là en plus, comme on peut le voir sur la couverture,
On est allé à Pompéi au moment même de sa destruction par le Vésuve. Et moi, c'est une période de l'histoire, un événement historique qui m'intrigue tout particulièrement, sur lequel je me suis déjà renseignée, sur lequel j'ai regardé plusieurs documentaires, etc. etc. Donc j'ai adoré le découvrir et vraiment, je dois avouer que moi, d'après tout ce que j'en connais en tout cas de cet événement-là, je trouve vraiment que l'autrice a su parfaitement le mettre à l'écrit. Et c'était très intéressant de voir les événements de Pompéi décrits par une personne qui savait ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'on ne les voyait pas de la part d'une victime qui ne comprenait pas ce qui était en train de se passer, qui ne savait pas qu'elle allait mourir. Non, on les voyait du point de vue de Max qui savait ce qui allait malheureusement arriver à tous ces pauvres gens, et ça a été très intéressant à lire. L'autre qualité de ces sagas, c'est ces personnages que moi j'adore, que je trouve très variés, très drôles, très touchants, très attachants, et c'est ce qui fait perdre un demi-point à ce livre, parce que sur la toute première partie, pour des raisons que je tairai, on est uniquement avec Max quasiment, et donc les autres personnages me manquaient. Voilà, c'est tout. En conclusion, tout fan d'histoire devrait lire cette saga et adorera cette saga. Ensuite, on va maintenant arriver à mon top 3 de ces lectures du mois de septembre 2023. Alors à la 3e place, avec 4,5 sur 5, j'ai lu La joueuse de sitar écrit par Johan Hay aux éditions Lumen. On va suivre les aventures de Zéphyr, qui est stratège de guerre pour une chef militaire. Et c'est moi ce que j'ai beaucoup aimé justement dans ce livre. Parce qu'on a vraiment tout ce côté stratégie, tout ce côté réflexion, tout ce côté complot, guerre... loyauté, trahison, etc. qui est vraiment mis en avant, et c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, en tout cas moi j'en avais pas lu tant que ça des livres où vraiment tout tourne autour de cette réflexion, de cette stratégie guerrière pour réussir à faire gagner la personne qu'elle souhaite. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, vraiment très palpitant, qui donnait envie de connaître la suite. Et pile au moment où je commençais à me dire que l'histoire tournait un petit peu en rond et que j'avais envie que ça avance et que ça prenne un tout autre tournant, et bien l'histoire avançait et a pris un tout autre tournant auquel je ne m'attendais absolument pas, je dois l'avouer, mais qui au final a donné tout son sens à l'histoire, a donné tout son sens à cette fantaisie, et qui donne vraiment une toute autre vision des événements qui se sont passés et qui va totalement changer la façon dont le reste de l'histoire va continuer. On a aussi une petite romance en histoire de fond que j'aime bien, qui est toute mignonne. On est vraiment sur un slow burn parce qu'il se passe pas réellement grand chose entre les personnages, mais on sent qu'il y a une tension entre les deux, et moi j'aime bien ce genre de rapprochement là. Vraiment on est sur une très bonne... on est vraiment sur une très bonne fantaisie asiatique en fait. Voilà, je ne peux que vous la recommander. Ensuite, sur la deuxième marche du podium de mes meilleures lectures de septembre 2023, on va avoir L'enfant de la Chèvre, écrit par Nathan Gibert aux éditions Gulfstream. On va y suivre les aventures de Djibril, qui est un enfant du désert nomade et qui du jour au lendemain en fait va se retrouver tout seul parce que sa famille a disparu. Il va tomber sur un robot qu'il va appeler boîte de conserve et qui va se rendre compte que ce robot peut lui permettre de retrouver sa famille. Il va alors se lancer dans plein de péripéties dans un long voyage pour rechercher sa famille. Et c'est là que je vais m'arrêter sur le résumé parce que le reste, il faut absolument que vous le découvriez par vous-même. Moi, je suis très facilement rentrée dans cette histoire parce que la narration, elle est belle et elle est fluide. Même si je dois avouer qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal à savoir où l'auteur voulait nous emmener. J'ai aimé le découvrir justement page après page. Le gros point fort pour moi du livre, c'est qu'on ressent vraiment tout l'amour de l'auteur pour la nature, pour l'écologie, pour les animaux. C'est pas forcé, on sent que c'est naturel et surtout sincère, et c'est quelque chose qui m'a moi profondément touchée. L'intrigue est originale et vraiment très intéressante à suivre. On va découvrir les différents conflits entre les différents peuples du désert. Je trouvais ça vraiment bien décrit et très intéressant à découvrir. C'était plaisant vraiment d'apprendre à connaître leurs différentes visions du monde, leurs différentes valeurs, leurs différents modes de fonctionnement. Vraiment, tout ça a été vraiment bien mis en place. J'ai beaucoup apprécié Djibril, le protagoniste, déjà parce que je l'ai trouvé vraiment très touchant, très attendrissant, mais aussi et surtout parce qu'on est sur un vrai enfant de 9 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un enfant de 9 ans qui veut jouer à l'adulte. Parce que moi, je dois avouer que c'est quelque chose souvent qui me dérange de voir des enfants ou même des jeunes adolescents vouloir jouer aux grands et se comporter comme s'ils avaient 20 ans. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément. Et là, du coup, on ne l'avait pas du tout. J'ai beaucoup aimé que Djibril soit un vrai enfant de 9 ans avec la naïveté et l'optimisme sur le monde d'un enfant de son âge. J'ai vraiment été touchée par toutes ces aventures, par tout ce qu'il ressentait, par toutes ces découvertes du monde et les questionnements qu'il pouvait avoir sur ce dernier. Vraiment, j'ai beaucoup aimé voir le monde à travers ses yeux, mais j'ai aussi beaucoup aimé le contraste qui vient se créer justement entre cette vision du monde que Djibril a, qui est assez naïve, qui est celle d'un enfant de 9 ans, et celle qu'on va avoir des adultes qui, eux, du coup, sont beaucoup plus âgés, ont beaucoup plus de vécu, et ce vécu qui leur apporte quelque chose de beaucoup plus défaitiste, on va dire. J'ai beaucoup aimé voir Djibril découvrir la vie, les sentiments et les doutes de son grand frère à travers les différentes lettres qu'il a pu lire écrites par ce dernier. Même si je dois avouer que je n'ai pas trouvé le lien en fait qu'il y avait entre ces lettres et l'intrigue principale.
leur beauté et les sujets qu'elle évoquait ont fait que c'était quand même agréable à lire, à découvrir, et que c'était touchant. On vient découvrir une très jolie romance de fond qui vient aborder les différentes sexualités et surtout la difficulté qu'a son frère à être lui-même dans un monde qui rejette totalement la différence. Et la façon dont ces sujets-là sont évoqués est vraiment belle et surtout naturelle, et je trouve que pour moi c'est la meilleure façon d'en parler, surtout sur des livres destinés à un jeune public comme ça. L'univers du désert est incroyable, il est vraiment beau et immersif, on y plonge sans aucun effort grâce à la narration. Ce roman, il vient évoquer plein de beaux messages, plein de belles réflexions sur la vie, notamment le fait que parfois le bien-être collectif l'emporte sur le bien-être individuel, notamment à travers le prix de sacrifice. J'ai presque versé une larme à la fin, une fin que je trouve vraiment belle, vraiment touchante, vraiment magnifique, une fin que je trouve parfaite en réalité. En conclusion, c'est vraiment un très très beau livre ado-jeunesse que je vous conseille de lire. Ensuite, on arrive à mon top 1 lecture de ce mois de septembre et il s'agit d'un coup de cœur. Il s'agit de Psyché et Héros, écrit par Luna McNamara aux éditions Hauteville. Alors déjà, pour commencer, je vais vous montrer la beauté du livre. Voilà. Il est magnifique. J'adore vraiment cette couverture avec cet effet gravure. Vous voyez, on a un très très joli jaspage. Et en dessous, le hardback est vraiment très très beau aussi. Voilà, le livre est juste splendide. On a aussi de très très belles pages de garde. Donc voilà, on a déjà un très très bel objet livre. Et je peux vous confirmer que l'intérieur est tout aussi beau, tout aussi magnifique. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis vraiment depuis toute petite une très très grande fan de mythes et légendes grecques. Et donc forcément j'ai été tout de suite intéressée par ce livre qui vient conter une histoire d'amour de la mythologie grecque. Dont au final on n'a pas tant entendu parler de ça, ça reste quand même une des histoires le plus méconnues je dirais. Ce que j'ai aimé vraiment c'est que l'autrice vient prendre cette histoire dont au final on ne sait pas grand chose et elle vient la mettre dans un contexte, dans une histoire, dans tout le reste de ce qui se passe dans la mythologie. Elle vient le lier à d'autres dieux, elle vient le lier à des événements historiques, et j'ai adoré toute cette romantisation, toute cette mise en contexte que j'ai trouvé réellement bien faite, et en tant que fan de toutes ces histoires-là, j'ai adoré retrouver toutes ces références-là que je connais très très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les 100 premières pages du livre où en fait on va être sur l'origine story de Psyché et Héros. On va voir Psyché qui du coup est une mortelle, on va la voir grandir, devenir la femme qu'elle est, devenir la femme indépendante parce que l'oracle lui a prédit qu'un jour ce serait une grande héroïne qui terrasserait quelque chose qui fait même peur aux dieux ou quelque chose comme ça, je crois que c'est formulé. Donc on va la voir grandir, devenir une jeune femme forte et indépendante. Bien loin des clichés de ce qu'était la femme à cette époque-là. Et de l'autre côté, on va voir l'origine story de Héros et ses premiers pas en tant que dieu. Et ensuite, on va voir leur rencontre, on va voir ce qui se passe entre eux, on va voir le pourquoi ils se sont rencontrés, on va comprendre les liens qui les lient, on va les voir faire connaissance, on va les voir s'apprécier de plus en plus, et j'ai adoré tout ça vraiment. Pour moi, c'était une très belle histoire d'amour. À la lecture du résumé, on peut penser à une séquestration et à un syndrome de Stockholm, mais je vous garantis que ça n'a absolument rien à voir. Je pense que le résumé n'a pas été super bien fait par rapport à ça, parce qu'au final on n'est absolument pas sur une séquestration, elle n'est absolument pas retenue contre sa force. Donc ceux qui pouvaient avoir peur de ça en lisant le résumé, je vous assure que ça n'a rien à voir. Enfin bref, pour ceux qui aiment la mythologie et les histoires d'amour, vous ne pourrez qu'adorer ce livre et je vous le recommande. Et voilà, c'était tout pour ce bilan lecture du mois de septembre 2023. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire s'il y a des livres dans le lot que vous avez lus, que vous avez aimés, ou au contraire que vous n'avez pas aimé. J'aime toujours pouvoir lire vos différents avis. Dites-moi aussi s'il y a des livres dans le lot que je vous ai donné envie de lire. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et à activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines vidéos. Venez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et de très belles lectures.